Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle webconférence organisée par VK en partenariat avec Mutam. Alors Mutam, c'est l'union de trois mutuelles engagées et indépendantes réunies autour de valeurs de solidarité et de prévention qui ont toutes les mêmes qualités d'accompagnement personnalisé. Elles sont membres de la mutualité française et présentes dans la protection des territoriaux depuis plus de 70 ans sur tout le territoire. Et elle regroupe environ 100 000 personnes protégées et 3 000 collectivités. Donc cette heure, nous allons la consacrer à cette problématique des recrutements et de l'urgence à agir, à l'instar de nombreux secteurs d'activité. La fonction publique territoriale, comme vous le savez, et vous y êtes peut-être confrontés également, n'échappe pas à ces difficultés de recrutement et d'attractivité, des difficultés qui se sont d'ailleurs accentuées au fil des années. Alors, quel constat justement et quelle évolution en matière de recrutement, quelle vision des jeunes sur la fonction publique territoriale et le secteur public? Quelles sont leurs attentes? Quelle prise en considération par les employeurs de cette problématique des recrutements avec un enjeu important qui est celui de l'adaptabilité? Toutes ces questions et bien d'autres, nous allons donc les aborder durant cette heure, cette webconférence, avec les regards croisés de nos deux intervenants, que je remercie vraiment très sincèrement de leur présence et leur intervention. Et je commence avec vous, Madame Ganche, et je tiens vraiment très sincèrement à vous remercier parce que vous êtes dans un secteur, la Gironde, qui a été très fortement touché hier soir par les intempéries. Et je sais que vous avez passé une bonne partie de la nuit à gérer cette difficulté. Donc, merci vraiment d'être avec nous aujourd'hui. Donc, Madame Ganche, vous êtes maire de Savignac de Lille, vice-présidente RH de la communauté d'agglomération du Libournais, vice-présidente de l'Association des maires ruraux de France de la Gironde, et puis vous êtes également un membre du collège employeur du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Bonjour à vous et merci. Merci, bonjour. Et Tony Brando, bonjour. Donc vous êtes élève directeur d'hôpital, intervenant transformation et vice-président de fonction publique du 21e siècle, qui est l'association des jeunes agents publics et qui est également partenaire de cette webconférence et je l'en remercie. Alors notre priorité durant cette heure, c'est également de répondre à vos questions, d'échanger avec vous et d'ailleurs vous êtes extrêmement nombreux aujourd'hui et nous vous en remercions. Alors n'hésitez surtout pas à intervenir, à poser vos questions, à faire part de vos réflexions en direct via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar qui se trouve sur la droite de votre écran. Alors, nous essayerons d'y répondre au fur et à mesure pendant la webconférence et puis surtout à la fin où nous allons garder un petit temps de questions-réponses. Alors restez bien connectés avec nous. Et puis enfin, je vous informe que cette webconférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé dans les jours à venir, assez rapidement. Alors donc, nous allons rentrer assez vite dans le vif du sujet, j'allais dire. Nous parlons de difficultés de recrutement et il y a un préalable important. Quel constat formuler et quelles sont les causes de ces difficultés et des causes à identifier pour pouvoir, on va dire, agir efficacement et qui sont de différents niveaux, d'ordre général, plus spécifiques à la fonction publique territoriale, comme on va le voir, et forcément aussi spécifiques à sa propre collectivité. Alors déjà peut-être un mot pour commencer avec vous, peut-être Chantal Gange, pour rappeler peut-être ce contexte dans lequel on se trouve, qui est celui d'un marché de l'emploi en tension, qui n'affecte donc pas que la territoriale, même si cette dernière est particulièrement touchée. Oui, effectivement, la territoriale est touchée parce que aussi au niveau de nos emplois, on a aussi une masse, vous savez, dans la territoriale, 80% des agents sont des catégories C. Et nous avons aussi dans les communes beaucoup de contrats non complets, des agents en temps non complet. Donc aujourd'hui, la tension sur le marché, et on le voit aussi dans le privé, parce qu'on est dans des secteurs où il y a un manque de recrutement, quels que soient les secteurs d'activité. Et c'est vrai que nos agents, si on leur propose un 35 heures, ils ne vont pas rester dans la territoriale, ils s'en iront. Après, sur d'autres postes, si vous voulez, plus diplômants, enfin, on peut parler des catégories B ou des catégories A. Là aussi, on est sur certains métiers en forte carence de recrutement. Quels que soient les... Alors, c'est vrai qu'elles sont plus ou moins marquées selon les secteurs géographiques. Moi, j'ai la chance un petit peu d'être dans une région qui aujourd'hui est assez attirante. Donc, c'est vrai On en parlera justement sur ces spécificités aussi qui touchent la vraiment. territoriale,
elle a besoin de se renouveler. Déjà parce qu'aujourd'hui, les candidats nous demandent, par exemple, si vous n'avez pas le télétravail, je pense que vous aurez encore moins de candidatures. Il faut aussi, enfin, si vous voulez, il faut remettre un petit peu nos pratiques professionnelles, nos fonctionnements en cause, hein. Il faut s'adapter aujourd'hui aux demandes, aux changements sociétaux et que peut-être la territoriale est restée un petit peu dans l'immobilisme. En tout cas, aujourd'hui, il faut qu'elle se fasse connaître et puis je pense Alors qu'elle est… justement, on Voilà. rebondit sur ce deuxième point, hein, qui est cette méconnaissance, hein, qui est pointée du doigt, dont on parle, hein, depuis un moment. Tony Brando, je me tourne vers vous. Méconnaissance de la fonction publique au sens large, mais aussi de la territoriale, de ces métiers, de cette diversité, et puis une fonction publique d'une façon générale qui a du mal à se valoriser, et la territoriale voilà, qui est vraiment, en termes d'image, pas forcément suffisamment mise en lumière et en avant. Complètement. Enfin, là, moi, ce que je voulais commencer par dire sur ce sujet, c'est que la crise qui touche aujourd'hui la fonction publique territoriale, enfin, crise, c'est un grand mot, mais en tout cas, les difficultés touchent l'ensemble de la fonction publique. Que ce soit la fonction publique d'État ou la fonction publique hospitalière, on voit que le nombre de candidats au concours fond comme neige au soleil, là, depuis une 10, 15 d'années. Et cela est dû à un vrai sujet d'image et d'attractivité dans les conditions de travail. On l'a vu, il y a 2 points. Alors, à la fois sur les questions d'image, et notamment la fonction publique territoriale, l'image que l'on peut avoir en tête, c'est les chevaliers du fiel qui faisaient tout un sketch sur les agents municipaux, qui n'est pas du tout représentatif de la réalité justement et de l'engagement des agents sur le terrain. Et ensuite, il y a aussi, en ce qui concerne les conditions de travail, on sait que travailler pour la fonction publique, dans la fonction publique, suppose un engagement qui diffère un peu de celui qu'on peut avoir dans le privé. Enfin, on en parlait avant l'émission avec Madame Ganch. Dès qu'un territoire est touché par des intempéries, peut-être que là, ça a été le cas récemment en Gironde, ou nous, on le voit aussi dans la fonction publique hospitalière pendant la crise Covid. Bon, bah, quand la société traverse des crises comme celle-ci, c'est aux agents publics d'assurer la continuité du service public et de venir en aide aux populations, ce qui suppose des conditions de travail qui peuvent être perturbées justement par cet engagement singulier qu'on a dans la fonction publique. Je rebondis par rapport à ce que vous disiez, hein, justement sur cette image qui a pu être véhiculée, négative, hein, et qui entretient ce fameux fonctionnaire bashing, hein, depuis des années. C'est une réalité, Madame Ganch, que vous percevez, vous, à travers votre expérience d'élu? Oui, tout à fait. Et puis, si vous voulez, à force de dire que les fonctionnaires sont payés à rien faire, je crois aussi qu'il y a des choses, et d'ailleurs on leur reproche, ou même des fois j'ai entendu des réflexions quand on ne peut pas répondre favorablement à une demande d'administrer, mais vous êtes payé pour ça, quoi. Enfin, à un moment donné, il y a des relations. Alors c'est vrai aussi d'une autre côté, moi je dis que les fonctionnaires, puisque j'ai fait partie aussi au niveau du rapport sur l'attractivité, hein, qui a été mis, c'est vrai qu'un des premiers points, c'est quand même la rémunération. Il ne faut pas non plus, nous, employeurs, faire abstraction de ça. Mais c'est vrai qu'on a travaillé aussi, parce que là, on voit la crise Covid. Je peux vous assurer que tout le monde a applaudi des deux mains les fonctionnaires de la territoriale, vous l'avez dit, Monsieur Brando, et de la santé, puisque ça a été les deux en définitive, les deux fonctions publiques qui ont été les plus visibles, si on peut dire, dans le quotidien des gens. Et là, effectivement, on n'entendait plus heureusement que vous êtes là. Oui, mais heureusement qu'il faudrait qu'on reste là. Et aujourd'hui, on sait bien que même si je prends la loi de transformation de la fonction publique, on s'oriente quand même de plus en plus sur des fonctionnements, et je ne suis pas en désaccord total, hein, mais vers des fonctionnements privés. Mais est-ce qu'on peut adapter effectivement des fonctionnements privés aux demandes des fonctionnements territoriaux, sur ce que nous on demande ou ce que les administrés ont l'habitude? Quand on voit là politiquement qu'on dit on n'a plus de services de proximité, mais les services de proximité, ce sont des fonctionnaires. Et quand on dit pour maintenir des fonctionnaires, il faut aussi, et ça c'est le problème de la territoriale aujourd'hui, il faut pouvoir les payer. Et on les paye avec quelles recettes? Et là, vous voyez, et là aussi, donc on va être confronté au point d'indice de 4, à peu près, ça nous annonce 4%. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, et on ne traitera pas du fond, c'est normal que les fonctionnaires soient revalorisés. Mais nous, les collectivités territoriales, on a l'obligation, autre que l'État. L'État, il peut vivre sur du déficit, mais nous, non, sur de l'équilibre. Et nous, si vous voulez, même par exemple, le régime indemnitaire, on voudrait faire plus.
mais on ne peut pas par rapport à nos équilibres financiers et peut-être à la charge aussi, parce que nous, c'est le seul levier aujourd'hui qu'on a, c'est les impôts locaux. Donc, on est pris en otage par plein de critères. En tout cas, on se rend compte, et moi, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais cette nuit, moi, j'ai mon agent qui a commencé à 22 heures, je l'ai appelé et on a travaillé toute la nuit. Et il n'a pas rechigné, il a sa vie personnelle, etc. Mais ça s'oublie très vite. On y pense pendant, voilà, face à une crise, mais après on dira, ben tiens, aujourd'hui il discute avec le voisin, il ne travaille pas. Voilà. Et ça, c'est aussi la relation humaine qui s'est beaucoup modifiée et qui, je pense, aujourd'hui, voit le service public non plus comme un service au public, parce que c'est ça, on est un service au public, mais quasiment un service obligatoire, quoi. C'est je paye, tu me donnes, quoi. Et il n'y a plus cette forme un petit peu de solidarité. Moi, je trouve que Alors, là, la relation a changé, mais des deux côtés. Les changes changent de partout. donc là, on touche du doigt, hein, aux spécificités justement dont on parlait, hein, qui sont propres vraiment à la fonction publique territoriale, et voire même propres aussi à certaines collectivités, en fonction aussi de leurs critères de taille, hein, voilà, et donc on a commencé à évoquer ensemble là cette question de problématique de la rémunération. J'aimerais aussi, tourner vers vous, Tony, pour, parler aussi, enfin, donc à travers cette vision, hein, de la jeune génération, la question du statut, des concours, de l'évolution, de carrière, entre autres, hein, et puis donc de cette question, c'est des rémunérations. Est-ce que c'est un Oui. point, bloquant? Ah, écoutez, déjà concernant enfin, les spécificités de la fonction publique territoriale, il faut dire que les concours de la fonction publique territoriale sont plutôt méconnus. Et qu'il n'y a pas notamment aussi pour le poste d'attaché, comme la fonction publique d'État à des écoles, les IRAC sont plutôt identifiés avec une scolarité. On n'a pas du tout ces dispositifs-là concernant en tout cas le, le poste d'attaché. La question de la rémunération est vraiment, est vraiment majeure dans la fonction publique territoriale dans le sens où on a la vision bah déjà qu'on va être moins payé dans la fonction publique territoriale et en regardant, enfin avant l'émission, je regardais un peu les différentes fiches de poste que je trouvais sur la place de l'emploi public et notamment quand on postule en tant que contractuel, il y a très peu d'indications sur la rémunération, ce qui peut être un facteur décourageant quand on est diplômé. Sur l'évolution de carrière, il y a aussi tout Il y a ce une sujet méconnaissance sur le fonctionnement quand même aussi, hein, des règles statutaires. complètement. Et on nous présente, enfin limite aujourd'hui en sortie d'école, enfin je parle de ma propre expérience, on nous fait comprendre qu'on c'est plus avantageux d'être contractuel, qu'on peut négocier son salaire, qu'on fait notre contrat de 3 ans, qu'au bout de 3 ans on peut renégocier, que ça apporte de la flexibilité, etc. Mais on met pas du tout en avant l'ensemble des mobilités qui sont possibles dans la fonction publique. Euh, Tous et ces aussi, avantages quand même qui sont aussi liés. ah bah, complètement. Là, moi, j'ai commencé à découvrir les avantages liés au statut bah, qu'en rentrant dans la machine, qu'en passant un concours et qu'on m'explique vraiment la différence. Quand j'étais contractuel dans la fonction publique territoriale, j'étais très bien en tant que contractuel et je ne voyais pas l'avantage que je pourrais avoir à avoir un statut. Au contraire, même. J'avais l'impression que c'était davantage une rigidité. Alors, bon, c'est pas du tout le cas, hein, c'est qu'on ne fait pas connaître les avantages du statut. Ensuite, concernant les concours, on a aussi un sujet dans la fonction publique territoriale. Alors avant l'émission, je regardais un peu les différentes épreuves, etc., des concours. Cette Alors, il question y a tout. de réformer, hein, ces épreuves qui date, hein, qui est pas nouvelle, hein. Ah bah c'est un marronnier, ça revient tout le temps et sur toutes les fonctions publiques. Bah, en premier lieu, alors il y a toujours cette place que prend l'écrit en premier lieu et c'est ce sujet, enfin notamment pour les attachés. Là, je parle sur les compositions. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, enfin, je dis pas que savoir écrire n'est pas important, mais est-ce que ces grands exercices presque universitaires sont vraiment ce qui est attendu dans les collectivités, sachant qu'en plus, on a très peu d'épreuves liées au management, de mise en situation sur le management, alors qu'un attaché ou un ingénieur, ça fera quand même partie de ses futures fonctions. Ensuite, je voyais sur le concours d'ingénieur avec la spécialité informatique, système d'information télécom. Bon, par exemple, il n'y a pas d'enjeu lié à l'intelligence, enfin, on ne pose pas de questions ou il n'y a pas de sujet lié à l'intelligence artificielle ou à la gestion des datas, qui sont aujourd'hui, enfin, en termes de prospective, ça va être les gros enjeux de la fonction publique en général. Et ça fait partie dans le privé, enfin, ça fait partie vraiment de la formation. Donc, le fait que ce soit pas sanctionné montre que les concours et la nature des épreuves n'est pas forcément adapté
n'est pas forcément adapté aux compétences dont on a besoin, tout en sachant, et c'est en dernier lieu, c'est que dans les concours ont lieu tous les 2 ans pour ce qui est le plus général, pour les postes les plus généralistes, ou tous les 3-4 ans pour les postes techniques. Et ben, juste déjà ces rythmes qui sont pas très réguliers peuvent décourager un certain nombre de candidats. J'aimerais juste, je me permets de vous interrompre. Alors, vous me verrez tourner la tête et je m'excuse par avance auprès de tout le monde parce que j'ai toutes les questions et les réflexions et les remarques qui arrivent. Et notamment, je voudrais vous partager un témoignage d'une personne qui nous dit, voilà, moi j'ai 6 diplômes et l'impossibilité d'avoir un concours depuis 1998. Bref, j'ai décidé de ne plus passer de concours. Je ne Il sais y pas a, si ça vous fait réagir. Je vois Madame Ganch qui hoche de la tête. il y a un sujet par rapport au concours. Enfin, quand je dis il y a un sujet, enfin, c'est tous. Euh, on est sur des exercices. Alors, après, là, je vais peut-être passer pour le mec perché, hein, mais j'ai pas de problème avec ça. Et avec P21, on assume aussi un peu cette position. Mais déjà, cette culture de l'écrit, de la dissertation, qui se pose dans un certain nombre de concours, voilà, pose des sujets parce qu'on n'est pas tous égaux de ce point de vue. Aujourd'hui, on parle beaucoup de management des profils atypiques, de neuroatypisme. On n'a pas tous les mêmes cerveaux et que justement, une équipe, c'est l'ensemble de ces cerveaux différents qui rend un service et qu'on arrive à mettre en musique. Bon, bah, les concours, alors oui, permettent de respecter le principe d'égalité. On n'a rien trouvé de plus égalitaire en termes de recrutement. En revanche, sur des cerveaux différents, des manières de réfléchir différentes et de s'exprimer, etc., ben, on n'arrive pas à le enfin, on n'arrive pas à l'évaluer via les concours aujourd'hui. Ce qui peut supposer, donc, enfin, on en parlera par la suite, mais il y a plein de nouvelles manières aujourd'hui, notamment de recrutement dans le privé, qui permettent justement de recruter différemment les collaborateurs. Je sais pas ce que Madame Ganch en pense. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je fais beaucoup de recrutement, pas dans ma commune, rassurez-vous. Mais c'est vrai que sur des postes, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi, je veux dire, le recrutement, on a aussi des candidatures quand il y a un projet. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ou en tout cas, vont candidater parce que derrière, il y aura un projet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, quand on fait euh, des demandes et qu'on explicite. Et là, on voit effectivement arriver des personnes qu'on n'avait pas l'habitude. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous, de rentrer, ils veulent rester, comment dirais-je, contractuels. Hein, donc, et donc aussi, on ouvre des postes et 3, 6 ans et après, s'ils veulent intégrer. Par contre, le problème des concours, il est aussi différent parce qu'il y a des gens qui passent des concours, mais simplement, il n'y a pas de poste derrière. Et là, c'est terrible parce que il y a une validité aussi. Là, on veut réfléchir sur cette validité des concours parce que on a quoi décourager beaucoup de monde, hein, dans ce fonctionnement. Parce que, par exemple, moi, un poste qui est avec lequel, au niveau national, on réfléchit, c'est les secrétaires de mairie. Où là, on est en pénurie, mais quelque chose d'extraordinaire. On peut aussi comprendre parce que quand on voit aujourd'hui la fonction des secrétaires de mairie, hein, c'est-à-dire qu'il faut revoir nos fiches de poste aussi, hein, les profils et les fiches de poste, parce que là, fonction publique territoriale a besoin aussi de dépoussiérer beaucoup de choses, puisqu'aujourd'hui, on n'a plus du tout les mêmes projets, on n'a plus du tout les mêmes activités. Même un élu d'il y a 10 ans n'est plus un maire d'il y a 10 ans n'est plus le maire d'aujourd'hui. Hein. On est tombé dans une technocratie à plus. La dématérialisation fait que aujourd'hui, on est obligé d'avoir des compétences de plus en plus importantes. Et donc, je crois que effectivement, ces profils, et quand vous dites qu'ils ne demandent pas le salaire, là aussi, on rentre aussi dans des régimes indemnitaires, puisqu'on parle des régimes indemnitaires, ou des collectivités qui seront plus aisées financièrement pourront mieux recruter parce qu'elles auront effectivement un régime indemnitaire, vous voyez, plus attractif. Donc, on est, même nous, en collectivités, on est un petit peu sur ces modèles-là. En tout cas, les jeunes aujourd'hui, moi, je vois aussi, et je tiens qu'on en parle beaucoup, les collectivités doivent être aussi des centres de formation. Si on veut aussi faire connaître nos métiers, il faut prendre des apprentis, il faut effectivement, bon, en alternance, on en a, et à tous les niveaux, vous voyez, excusez-moi, je m'en vais un petit peu On partout. le verra dans les leviers, mais simplement pour rebondir par rapport à cette problématique, hein, sur les concours, je voudrais aussi vous faire part d'une réflexion, hein, d'une personne qui nous dit que les concours sont également un frein au recrutement, surtout sur des postes, par exemple, d'auxiliaire de puéricultrice. C'est vrai, en fait, sur certains métiers, vous parlez des métiers de secrétaire de mairie, mais pour d'autres aussi, ça peut être justement un frein au recrutement.
Oui, mais bien sûr. En plus, on est sur des métiers, si on prend tout ce qui est animation, tout ce qui est aide-soignant, là, on est dans des carences. Là, franchement, au niveau des effectifs, on est extrêmement en difficulté, hein. Aujourd'hui, on est même par moment obligé de fermer des AESH parce qu'on n'a pas assez d'animateurs. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'on a des services publics qui vont être obligés de fermer, enfin, en tout cas, ne moins proposer d'activités, de tranches, enfin d'ouverture, parce qu'il nous manque du personnel. Donc, je crois que les concours, vous avez raison, on en a parlé au centre de gestion, puisque ça fait partie aussi, ce sont les centres de gestion qui organisent les concours. Je pense que c'est important d'indiquer que vous êtes membre aussi du centre de gestion. Je suis au bureau et au conseil d'administration du centre de gestion de la Gironde, mais ça aussi, on en parle, et c'est un gros centre justement par rapport au concours, hein, puisque aussi maintenant on mutualise, et donc ça représente la Nouvelle-Aquitaine, ce qui est pas mal, hein, la Nouvelle-Aquitaine. Donc, si vous voulez, là aussi, on en parle parce que on se rend bien compte aussi là de la difficulté des contenus et des concours qui ne correspondent pas du tout au profil de poste qu'on demande. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait. Alors, j'aimerais rebondir par rapport à ce que vous indiquiez sur aussi les réalités locales et puis aborder ce sujet qui est aussi la réalité entre justement des différences entre des collectivités, même de la même zone géographique aussi, où elles peuvent rentrer en concurrence. Parler du régime indemnitaire. On est en pleine réforme de la PSC, pour ne citer que ça. Hein, donc voilà, donc ça c'est aussi une réalité. Dans un contexte, je pense qu'il c'est important de le rappeler, de libre administration des collectivités. Ça, alors là, c'est les grands à chaque fois au Conseil supérieur. Ça, c'est la grande discussion avec le gouvernement. C'est à chaque fois notre libre administration. Ça, c'est clair que par rapport aux deux autres fonctions publiques, on y tient fortement d'ailleurs, heureusement. Et c'est certain que ça, c'est pour la PSC. Vous m'aviez invité à faire une webconférence aussi sur la PSC. Au mois de mars, que vous pouvez retrouver en replay sur le VK. J'en profite. C'est indispensable pour nos agents. Bon, je crois que les employeurs, il y a des sujets par rapport à nos achats. On ne peut pas faire l'impasse, ça c'est clair. Et juste pour vous dire, pour les recrutements, je voulais vous parler des projets, des contrats de projet. Et là, c'est là où on a des contrats de projet, où là, on a quand même pas mal de candidatures. Ça, les contrats de projet, ça fonctionne pas mal pour les jeunes. Ils aiment bien les contrats de projet. Ouais, enfin, on en avait déjà un peu parlé. Alors, les contrats de projet, c'est très bien, mais par contre, quand on est jeune agent et qu'on va à la banque pour faire un crédit, généralement, on nous dit, oui, OK, vous avez un contrat de 3 ans, mais qu'est-ce qui se passe après? Et enfin, de ma propre expérience, c'est ce qui m'a poussé à passer des concours. C'est que justement, ces contrats courts ne permettent pas vraiment, enfin, en tout cas, vis-à-vis des banques, ça passe moyennement, quoi. Il y a souvent des candidatures de personnes jeunes et ça leur donne je trouve souvent une première expérience et peut-être leur faire connaître la territoriale, et souvent ça découle sur des postes pérennes. Je vous assure, souvent les contrats de projet, comme ça évalue tout le monde des deux côtés. Voilà. Moi, je vous rejoins complètement sur le fait que c'est une bonne première entrée. Même si, enfin, bon, on en parlera après, mais vraiment le levier pour moi me semble l'apprentissage. Ça se développe de plus en plus depuis un an, mais voilà, ça réagit. Il y a beaucoup de réactions, mais voilà, je pense qu'on essaiera de se garder du temps en fin de webconférence. Effectivement, on parlait, il y a des réalités, et dans les réalités, il y a aussi cette question d'attractivité géographique, forcément. Et on parle de grandes collectivités qui ont peut-être plus les moyens de recruter, mais il y a des réalités aussi où il y a le coût de la vie qui est là, et c'est pas non plus si évident, voilà, de pouvoir recruter quand la vie est assez chère, dans les grandes villes notamment. Donc il y a cette question d'attractivité géographique qui joue aussi. Ah complètement. Madame Gant. Il y a aussi la problématique des mobilités. N'oubliez pas, aujourd'hui, quand on voit les coûts de transport, enfin, par exemple, si vous êtes en ruralité, vous actuellement, êtes en voiture. Donc là aussi, ça joue beaucoup. Hein. Donc ça peut
par moment favoriser l'emploi plus local, hein, mais entre le coût, nous si je prends ma région, où les loyers sont exorbitants, donc vous êtes obligé à chaque fois de vous éloigner en définitive de votre poste de travail. Alors, et c'est là où rentre, parce que j'ai fait un bilan hier matin, je présidais un CHSCT, le bilan du télétravail. Et le télétravail nous aide beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on est sur certaines personnes en 3 jours, bien sûr sur les postes qui sont télétravaillables, bien évidemment. Et ça permet, ça je pense que ça permet aussi… On en parle, on va y venir là justement, je vais faire la transition. Mais… Vous voyez, ça c'est lié, les mobilités aujourd'hui ouais. c'est un coût tellement énorme pour les agents. Quand on voit les salaires, vous savez, les économies, voilà. Donc ça aussi, c'est une réflexion à avoir par rapport à où est l'offre d'emploi et où ils habitent. Alors, on en a déjà, on l'a déjà évoqué là, dans le cadre de nos échanges, hein, sur ces évolutions en matière de recrutement. On a déjà commencé à évoquer forcément hein, des métiers en tension que l'on a identifiés déjà depuis maintenant de nombreuses années, des secteurs même hein, entiers où ça devient extrêmement compliqué d'attirer. Hein, donc, on parlait hein, du métier de secrétaire de mairie, mais ça touche aussi bien d'autres secteurs. Ça, c'est une réalité et elle est quand même connue depuis un moment et on voit qu'on est je vais dire au pied du mur, mais on y est vraiment là. Notamment ceux sur lesquels on est en concurrence directe avec le privé et sur lesquels, au niveau de la rémunération, aujourd'hui, on n'est pas du tout attractif, notamment le secteur de l'informatique, où voilà, aujourd'hui, on a des difficultés, mais aussi sur tout ce qui est médico-social, où là, par contre, on ne suit pas. Enfin, pour moi, c'est les deux principaux secteurs sur lesquels les difficultés de recrutement se cristallisent. Madame Ganch. Je crois qu'il ne faut pas oublier, c'est que pourquoi on est aussi en tension, c'est que nous avons quand même, si je prends les secrétaires de mairie, plus de 40% des secrétaires vont partir à la retraite. C'est-à-dire on est face aussi à des phénomènes générationnels. Et la fonction publique territoriale, à une époque, ben, vous rentrez dans la fonction publique, vous faisiez votre carrière, vous n'y bougiez pas. Et là, aujourd'hui, on est sur le plan générationnel avec une proportion d'agents qui vont partir à la retraite extrêmement importante. Et on n'a pas travaillé, on n'a pas du tout travaillé. Effectivement, on va revenir, Monsieur Brando, sur la notion d'apprentissage, c'est de prendre des personnes pour leur faire découvrir les métiers, pour leur faire découvrir effectivement, prenez une secrétaire de mairie, ça je peux vous dire qu'elle s'ennuie pas, hein, elle fait jamais la même chose. Donc, je veux dire que c'est, voilà, mais cette polycompétence, parce que moi je parle pas de polyvalence, mais je parle de polycompétence, parce que c'est des personnes qui doivent avoir plusieurs compétences, donc en conséquence, il faudrait aussi les rémunérer par rapport à ça, et non pas en polyvalence, parce que chacun peut être polyvalent, mais polycompétence, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, ces métiers-là, et on le voit dans d'autres, et si on prend par exemple l'animation, ce sont souvent des métiers de coupure, des métiers avec des temps non complets. Même aujourd'hui, on a des problèmes de recruter, j'en reviens à mon propos introductif, c'est que dans les services espace vert, parce que si vous ne proposez pas un 35 heures à une personne, le privé aujourd'hui est en telle recherche, ben, il va aller sur un 35 heures. C'est-à-dire que dans la fonction publique territoriale, on a énormément d'emplois non complets. Donc ça aussi, ça fait des salaires en adéquation. Ça fait aussi une organisation, parce qu'il faut trouver des organisations où l'agent pourrait cumuler 2 emplois, mais c'est pas facile à faire, parce que voilà, quand vous avez l'école, ben, c'est l'école, hein, les horaires, c'est très cadré. Donc, on est quand même confronté par rapport à ce service public, par rapport à nos missions, on est confronté aussi à beaucoup de points où il est compliqué par moment d'adapter les emplois du temps pour permettre un deuxième emploi, etc., etc. Donc ça aussi, c'est une réflexion à avoir et c'est vrai qu'on est obligé aussi de revoir nos changements, je vous assure, hein, changements de travail. C'est-à-dire que la personne qui fait le ménage en dehors des heures de bureau, ben, peut-être il va falloir l'intégrer pendant les temps de bureau pour pouvoir leur offrir des temps, vous voyez, des temps plus adaptés. Voilà. Et donc, il va falloir changer nos organisations. On parle d'adaptabilité, hein, c'était dans le titre de notre conférence, on est en plein dedans. J'aimerais vous faire réagir à une réflexion, une remarque que nous venons de recevoir. Les recrutements sont encore trop axés sur les connaissances et pas assez sur les capacités humaines. Les annonces sur emploi territorial sont édifiantes et ne laissent pas leur place à des personnes n'ayant pas 100% des connaissances. Exemple, une secrétaire de mairie doit être juriste, financier, DRH.
etc. Alors, moi, je me refuse à ça dans mes recrutements. Peut-être je suis originaux. Moi, si vous voulez, j'estime, alors, quand je fais des recrutements, vous pouvez bien vous douter que je ne suis pas experte, mais par contre, j'ai quand même une forme d'expertise dans le savoir-être. Et pour moi, le savoir-être est beaucoup plus, parce que le savoir-faire, on peut toujours acquérir du savoir-faire, du savoir-être, voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, le savoir-être dans les recrutements, alors peut-être pas dans les annonces, mais dans les Justement, les annonces peut-être ne le reflètent pas suffisamment. dire que voilà, moi je crois que comme vous disiez, Monsieur Brandon, on intègre une équipe et souvent c'est pas le savoir-faire total qui pourrait que cette personne, eh ben, on sent lors d'un entretien de recrutement qu'elle va pas forcément s'intégrer avec l'équipe et on est quand même avec les responsables de service. Et donc je crois qu'aujourd'hui c'est vrai. Euh, pour moi, je crois que pour moi, ça doit être l'essentiel et de savoir effectivement si cette personne, voilà, et quel est son projet de carrière aussi, parce qu'au départ, il faut demander aux personnes quel est leur projet. Moi, si ils me disent mon projet c'est de rester à ce poste-là, ça m'inquiète, ça m'inquiéterait. Vous voyez, il faut aussi qu'ils aient Moi, je trouve qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un savoir-être et qui a une motivation, une dynamique et avec un beau projet, parce qu'il a le droit de changer, voilà, parce qu'aujourd'hui, on sait que les carrières vont être Après, la extrêmement longues. fonction publique territoriale le permet aussi, hein, Oui, cette évolution. on sait que les carrières vont être longues. Occuper le même poste, je pense que c'est plus aujourd'hui de mise. Et en plus, il faut à chaque fois monter en compétences. Donc, il faut avoir aussi un projet de formation extrêmement, un plan de formation dans nos collectivités fort pour permettre à nos agents effectivement voilà, de pouvoir avoir un parcours professionnel qui évoluera. Parce qu'aujourd'hui, et là aussi, le statut nous embête beaucoup pour les évolutions de carrière. On le sait. On est confronté quand même à beaucoup de choses, mais par contre, vous voyez, je me permets de dire, voilà, le statut, mais si je dis ça devant les organisations syndicales, je vais être, voilà, là, je pense qu'ils vont me vilipender parce que, bon, il ne faut pas toucher à ce statut. Oui, moi, je suis une fonctionnaire, j'étais 40 ans fonctionnaire, je sais de quoi je parle, mais à un moment donné, il faut que ce statut, il bouge un peu, et c'est un carcan aujourd'hui, c'est un carcan et qui dessert, je pense, les fonctionnaires. Donc, il faut les faire J'aimerais, évoluer en intelligence. merci Madame Gant, j'aimerais aussi vous faire réagir par rapport à cette réflexion, Tony, justement sur ses connaissances et sur ce savoir-être. Alors, au moment du recrutement, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Et Alors, sur le retour que vous pouvez avoir, vous, voilà, au sein de votre association, hein, les remontées que vous pouvez avoir de la part des plus jeunes hein, sur à la fois ces annonces, mais aussi ces temps de recrutement. là, nous, les premiers retours qu'on a déjà sur les annonces et notamment sur Place de l'emploi public, mais ceci, on le sait en tant qu'agent public, c'est qu'on sait que les postes sont ouverts, mais que les trois quarts du temps, ils sont déjà pourvus en interne. Et il y a aussi tout ce découragement des personnes qui répondent à des annonces, qui vont aux entretiens et qui se prennent des lettres de refus et parce que les postes sont souvent déjà préemptés en interne. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point qu'on a aussi qui revient quasiment tout le temps, c'est aussi le rapport que peuvent, alors ça, je jette la pierre à personne, hein, mais que peuvent avoir les services administratifs vis-à-vis des candidats sur le fait de dire à quelqu'un qu'il n'est pas retenu ou de donner des suite à la suite d'une candidature. Bon, ben, on se rend compte que c'est pas du tout dans les mœurs de tout, notamment des administrations, et où on a un certain nombre de candidats. Bon, bah, s'il n'y a pas de nouvelles, enfin, si ce n'est maltraité, mais quelqu'un qui candidate plusieurs fois dans une administration et qui n'a pas de retour, bah après, il va être un ambassadeur négatif de cette administration. Et ça, c'est un point qu'on prend suffisamment en compte. Ensuite, sur tout ce qui est, pardon, Non, non, allez-y, je vous en prie, c'est moi. tout ce qui est autour du savoir-être, c'est très compliqué de recruter quelqu'un sur le savoir-être. On a tous en plus nos subjectivités et dans le recrutement, enfin, les DRH ont souvent tendance à dire qu'ils embauchent des gens qui leur ressemblent. Alors ça, ce qui pose un certain nombre de sujets aujourd'hui. Alors pour se faire aider sur justement cette détection des soft skills des candidats, on a un certain nombre de tests qui peuvent aider, comme le MBTI par exemple, où il y avait tout aussi la mode à un moment des couleurs, savoir sur quelle couleur on se positionne. Bon, ça pourquoi pas, ça peut permettre d'objectiver. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire ensuite? Il y a aussi alors on était sur le savoir-être. Il y a aussi tous les sujets autour des parcours de carrière. Enfin, je rejoins Madame Ganche quand vous parliez un peu des limites statutaires. Avant là l'intervention, j'ai interrogé quelques membres de l'association qui nous disaient, enfin, alors notamment une personne qui nous disait
qu'elle voulait postuler à un poste de DGS, mais que c'était en dehors de son cadre d'emploi, donc on l'encourageait à postuler en tant que contractuel. Bon, des situations un peu ubuesques comme ça qui tiennent à la rigidité de nos statuts. Et aujourd'hui, voilà, comme vous disiez, Madame Ganche, on a un vrai sujet de souplesse. Comment est-ce qu'on allège justement ces rigidités? Madame Ganch. Oui, moi, je voudrais remettre un petit peu en cause les employeurs. Tu veux me permettre, je suis employeur. Alors, Parce que je me permets juste, par on rapport va au y venir. recrutement, par rapport au recrutement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la fonction publique, elle a payé aussi qu'il y avait des, comment dirais-je, des recrutements, voilà, plus ou moins de favoritisme. On recrutait les personnes, mais pas forcément les bonnes personnes. Et c'est vrai que la fonction publique, elle a payé, la fonction territoriale, elle a payé un petit peu ça. C'était tous ces emplois un petit peu de, voilà, politique, entre guillemets. Et on s'est vu que dans des services, on a mis des personnes qui n'étaient pas forcément, alors certains qui bien sûr ont donné tout à fait satisfaction, mais d'autres qui sont d'ailleurs aujourd'hui en difficulté parce que malheureusement, ils n'ont pas été au bon endroit au bon moment. Et voilà, c'est ce que je dis toujours. Et là, aujourd'hui, il faut que les employeurs, effectivement, revoient leur prise de recrutement. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans… et ça, c'est vrai qu'il y avait des personnes, vous l'avez dit, M. Brando, qui ne candidataient pas parce qu'ils disaient, de toute façon, c'est déjà fait, ça sera le petit copain de machin, ou ça sera enfin voilà, ça sera encore les magouilles, j'emploie le mot à bon escient, ça sera encore des magouilles, donc ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, je pense que les employeurs ont pris conscience tout à fait de ça et effectivement, le politique, il peut être là au recrutement, bien évidemment, mais il doit ne pas, voilà, ça doit se faire en objectivité et que, par contre, voilà, moi, ce que je demande est absolument l'inverse de ce que vous disiez, c'est d'ailleurs systématiquement, d'ailleurs, même au cours de l'entretien, la personne sait si on ne le retient pas parce qu'il il est en dehors de la fiche de poste, on lui dit, en tout cas, mon service de recrutement a l'obligation de toujours répondre et de dire pourquoi, parce que le jury dit pourquoi on n'a pas recruté cette personne, etc. Et d'ailleurs, nous faisons même des propositions, des fois, pour certains candidats, pour d'autres postes, s'ils étaient intéressés. Oui. Mais j'estime que ça s'appelle le minimum de respect. Et il faut absolument, si on veut aussi, nous, casser cette image que la territoriale, eh ben, c'est du favoritisme pour certains. Et ben, il faut aussi que les employeurs aussi travaillent dans ce sens-là. Parce qu'il faut qu'ils imposent aussi au service de recrutement ce que vous dites, minimum de respect, parce que on sait aussi que des gens ils disent entre eux, hein, on connaît très bien les réseaux, et qui disent ah non, cette collectivité, c'est pas la peine que tu y ailles. Vous savez, on subit ça aussi, hein, ils ont des réseaux. Il faut qu'on pense que les agents, ils ont des réseaux, hein, les élus. Hein, nous, on en a peut-être, mais les agents de la fonction publique en ont aussi, hein, on est d'accord. Ils appellent. Et moi, je me refuse d'appeler, par exemple, un collègue ou une collègue qui a employé quelqu'un. Ça aussi, je me le refuse parce que j'estime que c'est pas quelque chose de… On doit se faire sa propre opinion et quelqu'un peut être très mal dans un poste parce que voilà l'environnement professionnel lui convenait pas, il peut être très bien ailleurs. Voilà. Après, c'est chacun avec une certaine charte d'éthique par rapport au recrutement C'est qu'on libre doit. appréciation. Voilà. On garde notre administration, mais qu'elle soit au moins objective. Alors, je rebondis sur ce que vous êtes en train de dire parce qu'il y avait un point que vous aviez voulu justement préciser, Tony, et dans les spécificités de la territoriale dont on n'avait pas parlé là justement sur la première slide, c'est cette proximité avec le politique justement. Bah, ça, en tant qu'agent dans la territoriale, ça peut être un vrai sujet. Le politique, à juste titre, la légitimité, il a un peu droit de vie ou de mort sur votre projet et sur le projet que vous êtes en train de conduire. Si chez alors je parlais de jeunes agents, mais pas que de jeunes agents, on sait qu'aujourd'hui, dans les attentes vis-à-vis du monde du travail, il y a cette volonté d'avoir de l'autonomie, de faire du management de projet, et que donc cette proximité avec le politique peut être décourageante, voire même peut faire fuir certains candidats. Après, ça peut être aussi, enfin, il y a les deux côtés. Il y a des gens que ça va faire fuir et il y a aussi des gens que ça va attirer. Parce que justement, on est en prise directe avec la personne qui a la légitimité sur un territoire. Merci. Alors justement, donc je poursuis hein, sur, on en a parlé avec vous, hein, Tony, hein, sur l'évolution, dans le cadre de l'évolution des recrutements, sur les nouveaux besoins, les nouvelles compétences. Hein. Vous parliez du numérique, entre autres. On le sait, hein, donc il va y avoir aussi des besoins grandissants dans certains secteurs pour répondre aussi aux attentes, aux enjeux, aux évolutions hein, de la société.
On parle des enjeux environnementaux, entre autres, numériques. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut prendre en considération. Il y a d'autres réalités et c'est un point que vous souhaitiez aussi marquer, Madame Gange, c'est la question de la parité aussi dans les recrutements. Oui, donc on est contraint pour certaines collectivités, hein, cette parité, mais là aussi, moi je suis pourtant, voilà, je suis une femme, mais je trouve que aujourd'hui on est un petit peu confronté à des situations un peu ubuesques, hein. Donc par rapport à nos effectifs, on est tenu à, voilà, à avoir cette forme de parité. Et pour moi, je crois que en tant que femme, souvent sur certains postes, je me rends compte qu'en recrutement, il n'y a pas de. Si on recrute des compétences, je pense que les compétences font que cette parité, elle s'impose, quoi, parce qu'il y a beaucoup de postes aujourd'hui qui sont ouverts et on a des candidatures féminines d'ailleurs beaucoup sur des catégories A, hein, Monsieur Brandos, et on a énormément de candidatures. Moi, je vois sur une collectivité où je recrute beaucoup d'ingénieurs. C'est des femmes ingénieurs, parce qu'en définitive, sur 10 candidats, j'ai 9 femmes et un homme, par exemple. Donc aujourd'hui, je crois que oui, moi je serais plus dans la parité salariale parce que c'est ça l'objectif. Après, je trouve que cette parité de genre me gêne un peu au bout d'un moment parce que je trouve que si on, moi pour moi en tant que femme, j'espère qu'on m'a proposé les postes que j'occupe parce que non pas parce que je suis une femme, mais parce que j'ai quand même un petit semblant de compétence. Sinon, franchement, je vivrais un peu mal, hein. Mais puis je trouve que ça sert à rien. Donc aujourd'hui, cette parité, on doit faire attention, mais pour moi, elle doit être au niveau salarial. Mais je pense qu'aujourd'hui, sur des postes très techniques, disons, très diplômantes, on a quand même beaucoup de candidatures de femmes. Je sais pas. Et donc, là, par contre, après, au niveau des recrutements, je suis un petit peu sidérée et j'entends, parce que quand on veut recruter une jeune femme, on va dire, ah, elle risque d'être enceinte. C'est un truc qui est pour moi inaudible, hein. Je vous le dis franchement sur ce genre de choses. Mais je sais que des fois, pour certaines personnes en recrutement, c'est un frein. Je suis comme l'âge, comme l'handicap. Parce que là aussi, on n'a pas que la parité du genre, on a aussi à employer des personnes handicapées. Vous voyez, on a quand même des obligations et on se rend compte que si on fait des bons profils et des bonnes fiches de poste, eh bien, croyez-moi que celle-ci, elle n'a pas besoin d'être nue. On n'a pas besoin de compter, elle se fera normalement. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est pour moi, ce qui est important, c'est surtout la parité salariale. Ça, c'est un point important. Après, je crois que les choses se feront naturelles. Enfin, pour moi, de manière naturelle. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en Merci pensez. merci Madame Gange. Moi, je vous rejoins Alors, là complètement sur ce qui vient d'être dit. Je voulais juste ajouter qu'on a aussi, vis-à-vis de la territoriale, on peut aussi avoir des phénomènes d'autocensure qui sont, parce qu'on se rend compte que les gens qui postulent dans la fonction publique ou qui souhaitent mener une carrière publique, ce sont des gens qui ont qui ont de la famille qui est déjà dans la fonction publique. Et donc, on a aujourd'hui un vrai enjeu, j'allais dire, d'égalité des chances. Alors, ça peut être social, mais même plus largement sur déjà comment est-ce qu'on fait connaître les métiers de la territoriale et comment est-ce qu'on aide des gens qui n'ont pas du tout ni les codes ni la connaissance des mécanismes internes à passer le pas des concours ou à passer le pas de vouloir candidater dans une collectivité. Et à titre, par exemple, il y avait nos partenaires, l'association La Cordée, qui recommandait dans le rapport sur l'attractivité de la fonction publique territoriale de créer des prépas de talent, comme ça se fait aujourd'hui sur un certain nombre de concours spécifiques pour les concours de la fonction publique territoriale. Bon, bah, à titre d'exemple, je trouve que ça fait partie des mesures qui permettraient d'avoir davantage de diversité des candidats au poste dans la fonction publique territoriale. merci, je vous propose d'accélérer un petit peu. Le Oui, temps voilà, passe, le temps passe. c'est riche, je le savais, nous le savions. Sur un autre point, quand on parle d'évolution, c'est ce passage d'un recrutement passif à un recrutement proactif, Tony, justement. Bah, ça, ce point, j'avais souhaité l'ajouter, parce que nous, alors là, actuellement, la fonction publique hospitalière, je vois à quel point bah, le monde du travail a changé et qu'aujourd'hui, limite, les candidats, enfin, non pas limite les candidats, mais les candidats ne s'attendent plus à candidater, limite, ils s'attendent à être chassés, à ce qu'un autre employeur vienne les chercher. D'ailleurs, enfin, je veux dire, dans mon expérience personnelle, la fois où j'ai rejoint la fonction publique territoriale, c'est parce que j'avais été chassé par la DRH en question. C'est pas moi qui spontanément était allé postuler, alors que le poste était passionnant, mais je n'aurais même pas su où trouver cette fiche de poste. Donc, on observe une vraie mutation au niveau des recrutements aujourd'hui.
où alors à la fois déjà les enjeux de marque employeur sont devenus cruciaux. Alors, ce qui est compliqué, c'est compliqué de dire ça à une petite commune de moins de 2000 habitants. Mais ça, justement, on On en parlera parlera après. hein, dans la partie Ouais, levier pour DLSD. terminer, hein, où effectivement, hein, c'est un point important. Et dans plus en plus, on a une vraie gestion des CV tech, où tous les candidats qui postulent quelque part, ben, il faut les garder, en faire un vivier dynamique, et que justement, enfin, ces personnes avec qui on arrive à créer un lien, ben, d'entretenir ce lien. Merci. Alors, il y a un dernier point très important et on a déjà commencé à l'évoquer hein, forcément, c'est cette question hein, des demandes et des nouvelles attentes aussi hein, des candidats, en particulier des jeunes, en termes de sens, d'équilibre, vie personnelle, vie professionnelle, de qualité de vie au travail. On parle souvent hein, de la jeune génération, mais ça ne concerne pas que cette jeune génération et on y viendra. Hein, c'est aussi, après cette crise de la Covid que l'on vient de traverser, je crois que ce sont des attentes qui concernent aussi, de façon générale, tous les candidats, si je ne me trompe pas. Alors, peut-être Tony, hein, sur la partie justement attente de cette jeune génération. Là, sur ces sujets de jeunes générations en quête de sens, alors ça, pour moi, c'est un vrai marqueur de ces nouvelles générations, mais je pense pas que les autres ne recherchaient pas le sens non plus. Par contre, il y a eu un phénomène qu'on avait vu pendant quelques années, qui était celui, alors qu'on appelle, ça vaut ce que ça vaut comme appellation, mais les bullshit jobs, c'est-à-dire ces boulots où on se disait, je suis pas concrètement en train de rendre le service. Je suis en train de faire du reporting ou je suis en train de faire de l'instruction un peu bête et méchante, alors que bah, déjà, que ce soit notamment sur les tâches d'instruction, on sait qu'il y a un certain nombre d'emplois. Là, d'ici des années qu'on nous parle que l'intelligence artificielle va remplacer un certain nombre d'emplois. Mais ce que je veux dire, c'est que les technologies sont aujourd'hui déjà mûres et pour que tous ces métiers qui étaient juste de l'analyse des dossiers, on va de plus en plus, ces postes-là vont muter. Donc, autour de cette quête de sens et de ces recherches de boulot, j'allais dire, à valeur ajoutée, bah, on observe justement, enfin, c'est pas qu'on observe, mais en tout cas, des postes qui avant pouvaient être très industrialisés, aujourd'hui vont beaucoup moins attirer les candidats des nouvelles générations. Après, sur aussi, alors il y a cette question du sens, mais qui pour moi n'est pas non plus très longue enfin, faut pas creuser longtemps pour la trouver dans la fonction publique. Mais ça, c'est deux autres sujets qui Par ses reviennent valeurs. de par ses valeurs et quand on est justement concrètement en train de rendre le service, voilà, le sujet du sens, quand on est au guichet, on sait pourquoi on fait les choses. Par contre, aujourd'hui, il y a deux sujets qui deviennent cruciaux, c'est les sujets de qualité de vie au travail et d'équilibre vie pro, vie perso. Et ça, c'est un vrai marqueur, d'ailleurs un vrai marqueur générationnel sur le fait que l'engagement aujourd'hui est moins altruiste qu'il ne pouvait l'être autrefois. Qu'on respecte aussi plus le droit du travail, on peut dire, aussi dans une certaine mesure. Bon, et que ça, c'est des nouvelles attentes, ou même des attentes que les employeurs aujourd'hui ne peuvent pas éluder. Madame Ganch, je vous donne la parole. Ah, tout à fait. Là, je pense que Monsieur Tony, vous avez tout à fait bien répondu à cette question. Aujourd'hui, je vous ai parlé en introduction de télétravail. Aujourd'hui, quelles que soient les collectivités, quelle que soit d'ailleurs leur taille, bon, bien sûr, il faut pouvoir télétravailler. Après, nous, en ruralité, on va être confrontés aussi à la fracture numérique. Hein. Donc, il y a aussi différents facteurs qui vont rentrer. Et puis, aujourd'hui, c'est les organisations de travail. Aujourd'hui, il faut qu'on passe sur de la flexibilité. On est en train de travailler. Est-ce que tout le monde doit embaucher à 9 h du matin? C'est absolument pas. La personne, si elle a quelque chose de prévu, elle peut embaucher à 8 h, débaucher, enfin, gérer un peu plus leur temps de travail et faire cette adéquation. J'ai Et vu d'ailleurs, passer dans les réflexions cette question de la confiance. oui, alors, Euh, de toute façon, vous savez que ce soit le télétravail ou la flexibilité, l'organisation du travail, elle ne peut avoir lieu que sur la confiance, parce que vous pouvez mettre quelqu'un en télétravail qui ne va pas télétravailler d'ailleurs, hein, qui va aller planter ses tomates. Mais en définitive, aujourd'hui, l'aspiration, elle est d'ailleurs par des nouvelles formes de management, parce que là aussi, il faut que les managers changent aussi leur prisme, hein, parce qu'aujourd'hui, la forme pyramidale, je pense que ça n'a plus lieu d'être. On est dans la confiance, on est aussi dans la transversalité, on est dans l'autonomie. Et à partir de là, il faut aussi que tous les agents comprennent que quand on a ces facteurs-là, on est aussi dans la responsabilisation.
parce qu'on ne peut pas dire c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la voisine hein, ou le voisin. Donc là, aujourd'hui, ce sont des nouvelles approches et qui, moi, me semblent très, très intéressantes parce que nous avons fait, donc je vous disais hier, l'évaluation du télétravail et on s'est absolument rendu compte, et croyez-moi, j'ai même mis le télétravail, dans cette collectivité, je l'ai imposé. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que au niveau de la qualité, eux, ils sont contents, mais aussi de la productivité. En définitive, ils ont été beaucoup plus performants par rapport à ces activités que s'ils avaient été au bureau. Et eux-mêmes, ils ont fait ces évaluations dans les services. Donc, c'est vrai, c'est des changements d'organisation de service, c'est des changements dans les relations. Et effectivement, et la confiance, elle n'est pas simplement au niveau de la hiérarchie et des managers et des agents, elle est aussi au niveau des élus, des employeurs. Nous, il faut qu'on ait confiance aussi, qu'on ne dise pas, ah non, mais si vous faites ça, vous êtes sûr que le travail sera fait? Non, on doit être les moteurs de ces changements. Et effectivement, c'est un partage. Cette confiance, elle doit être partagée. Aujourd'hui, on doit faire appel à l'intelligence collective. Et je pense qu'on rendra les mêmes services, on fera les mêmes missions, mais ça permettra à chacun effectivement de s'épanouir. Parce qu'aujourd'hui, un emploi, il doit être épanouissant, il ne doit pas être sclérosant. Hein. Voilà, on doit se dire le matin, j'ai envie d'aller travailler ou travailler chez moi, arranger, et non pas te dire, ah là, j'ai encore 20 ans à faire avant ma retraite. Parce que si vous Alors, entendez ça, je vous interromps, je suis désolée. Et on va poursuivre justement sur cette responsabilité hein, de l'employeur. Hein. Et avant ça, on souhaitait vous poser une question, donc justement à vous, donc participants à cette webconférence. On en a parlé. Hein, est-ce que donc pour vous, le fonctionnement actuel et les règles statutaires propres à la fonction publique territoriale sont un frein en matière de recrutement? Alors on vous laisse quelques instants pour y répondre. Je reviendrai hein, sur le résultat et je vous propose de poursuivre justement, Madame Ganch, puisque c'est un point très important en termes d'adaptabilité par rapport à cette situation. C'est justement le rôle des employeurs dans la prise en considération de ces problématiques de recrutement. On a déjà bien commencé à en parler justement, et il y a des choses qui se font, vous en parlez, hein, au niveau du Conseil supérieur, de la coordination des employeurs, et puis pour ne pas citer, hein, mais ce rapport hein, sur l'attractivité qui a été présenté, remis en début d'année par notamment par Philippe Laurent et Mathilde Licard. Oui, oui, je n'ai pas trop saisi votre question. Vous voulez, je pense qu'il y a cet enjeu, hein, et vous en parliez, hein, de prise en considération de ces difficultés et d'adaptabilité hein, de l'employeur, d'assumer aussi justement son rôle hein, dans mais tout à cette fait. De toute évolution. façon, c'est un travail commun qu'on doit faire, hein, parce que c'est pas la solution, personne là, parce que sinon, je pense qu'on l'aurait tous mis en pratique. On ne serait pas dans cette situation. Voilà, on serait déjà pas dans cette situation. Je crois qu'il faut que tout le monde se remette, réfléchisse ensemble. Et puis, comme vous dites, la territoriale, ça a déjà son nom, c'est territoire. Et ce qui est une pratique dans un territoire, c'est pas la même dans un autre. C'est vrai que vous l'avez dit, les formes d'attractivité, selon où vous habitez, selon le territoire où vous habitez, ça sera plus facilitante qu'un autre. Donc, il faut que chacun, effectivement, il faut que notre société doit s'adapter où on vit. Et en définitive, proposer aussi effectivement des formes différentes. Et c'est vrai que peut-être, voilà, on a une colonne, c'est ce statut qui de toute façon sera obligé, déjà rien que par rapport aux catégories. Hein. Aujourd'hui, si je fais juste une petite parenthèse, si vous augmentez le SMIG, et ce qui semble, voilà, ce qui est sur le fond, on n'en discutera pas, mais d'un seul coup, les catégories B, ils vont se retrouver quasiment en dessous du SMIC. Donc, il va falloir un jour comprendre que ces catégories, sauf par l'augmentation du point d'indice, mais ne suivent pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter une catégorie et laisser les autres stagner. Ça va pas le faire au bout d'un moment. Et on le comprend bien. Et tout ça, c'est compliqué. On a aussi une lourdeur administrative. On a beau nous dire qu'on va nous alléger, mais j'ai l'impression qu'on ne nous allège jamais. On nous en met des couches et des couches et des couches. Et c'est très compliqué. Et je trouve qu'il faudrait un petit peu aérer tout ça. La libre administration, oui, qui devrait permettre, donc là, le fait, on en pense ce qu'on veut, le fait d'avoir pu employer des contractuels
ont pu aussi amener quelques emplois et montrer nos métiers, parce que moi j'estime que si on ne fait pas venir les personnes et voir qu'est-ce qui est réellement un métier de la fonction publique territoriale, ils ne pourront pas y candidater, ça c'est clair déjà. Donc il faut effectivement qu'on se remette, nous les employeurs, nous-mêmes aussi autour de la table et réfléchir qu'est-ce que l'on peut faire ensemble, parce qu'on fera les choses ensemble. Et puis on a évoqué ensemble, hein, cet enjeu aussi d'accompagnement des employeurs qui peuvent être, dans la difficulté, hein, c'est pas simple, hein, et du rôle des centres de gestion justement qui peuvent être aussi Oui, oui, sur les toute la centres de gestion, ce sont quand même pour les communes, évidemment, qui n'ont pas de service RH, etc., etc., parce que là aussi, on ne parle pas de la même chose. C'est vrai que moi, j'ai tendance à parler d'une collectivité où il y a 1200 agents, c'est pas, dont j'ai tous les services possibles et inimaginables, mais c'est vrai que quand je redescends dans ma strate, où là, effectivement, en dessous des communes, majoritairement en dessous de 3500 habitants, on n'est pas de tout à fait la même chose. Donc, les centres de gestion, c'est un centre de ressources. Et effectivement, là aussi, il faut travailler beaucoup avec les collectivités, à des rencontres. Là aussi, les centres de gestion sont en pleine réflexion parce qu'on est confronté, même dans les centres de gestion, on ne recrute pas pour les centres de gestion, donc imaginez. Et donc, tout ça, c'est un travail à tous les niveaux et on doit tous y réfléchir ensemble. En tout cas, on ne trouvera pas, individuellement, on ne trouvera pas des réponses, ça sera juste un petit sparadrap. Mais là, il faut qu'on refasse vraiment une réflexion générale et que chacun, parce que je pense qu'il y a des apports, et là c'est bien ce que vous êtes en train de faire, parce que je pense qu'il y aura des questions, mais chacun peut apporter effectivement une réflexion, en tout cas enrichir les groupes de réflexion. c'est aussi l'importance, hein, pour l'employeur de porter, d'avoir une vision aussi, on parle de recrutement, mais plus globalement de ressources humaines, en matière de ressources humaines, QVT, hein, aussi, dans un pilotage qui soit partagé. On rejoint ce que vous dites à l'instant. Vous savez, chez les employeurs, je vais vous dire, malheureusement, je suis un petit peu, on me sollicite un peu de toute la France, mais les ressources humaines, c'est vraiment pas chez les maires la première des préoccupations, malheureusement. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte quand on n'a plus de secrétaire ou quand il manque des agents, et bien que si les ressources humaines, c'est très très important parce que la collectivité, elle fonctionnera pas, elle n'a plus de base. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les finances, on parle finances, on est tous un peu, on se focalise sur les finances et ça, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais les ressources humaines, il faut que ça devienne une réflexion chez les employeurs, une priorité aussi. Et d'arrêter de dire que les ressources humaines coûtent. Oui, elles coûtent. Oui, c'est du fonctionnement. Je trouve d'ailleurs, on fait mieux de parler de temps en temps de l'investissement. Parce que si vous avez la bonne personne au bon endroit au bon moment, elle vous fera gagner de l'argent. Elle ne vous en fera pas perdre. Et donc, il faut que vraiment les employeurs pensent qu'un bon recrutement, c'est un investissement pour une collectivité. Et ça, il faut qu'on change ça aussi, cette relation, et que les ressources humaines dans une commune, elles sont essentielles pour rendre effectivement ces missions qui nous obligent quelque part et pour laquelle on s'est présenté pour pouvoir les assurer. Alors j'aimerais vous faire part, hein, du résultat à la question que l'on a posée sur justement, les règles, le fonctionnement, hein, et les règles statutaires de la territoriale. Est-ce que c'est un frein en matière de recrutement? Pour 83%, oui, elle représente un frein. Bon, je ne sais pas si ça appelle à réaction, mais voilà, c'est de la réalité. Ça revient à ce qu'on disait en termes. Je ne suis pas étonnée du tout. Voilà, Tony Brando également, non plus, je pense. non plus. Il y a un point qui est important et quand on a préparé, hein, cette webconférence ensemble, et vous l'évoquiez, Tony, c'est l'importance, la nécessité aussi pour les employeurs d'écouter, de prendre en compte aussi les remontées, les retours qui peuvent être formulés par les agents. Et ça, c'est un point important. Alors complètement, moi je voulais ajouter juste 2 points par rapport à ce qu'avait dit Madame Gant sur la nécessité d'anticiper. Justement, enfin, on observe qu'aujourd'hui, dans des territoires sur les secteurs en tension, ce qui a permis un peu de déverrouiller la situation, ce sont des employeurs publics qui se mettent en collaboration avec des centres nationaux de gestion et qui créent des formations diplômantes pour les métiers en tension. Je pense notamment ce qui se passe, vous allez autour de, c'est à Pau et au Pays de l'Adour, où 4 centres de gestion et l'université ont créé une formation diplômante de secrétaire de mairie. Il se passe également des initiatives du même type dans les Yvelines autour de diplômes universitaires sur les juristes marchés publics à l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Voilà, c'est toutes ces pratiques partenariales d'une administration qui se décloisonne et qui s'ouvre aussi au monde universitaire, etc., qui pourra nous permettre de sortir de certaines difficultés. On se rend compte qu'on n'a pas les bonnes formations par rapport à nos attentes.
enfin, par rapport aux attentes des employeurs territoriaux. Par rapport à tous ces sujets de management participatif, bah, j'ai même envie de dire c'est même plus global aujourd'hui au sein de la société. Le modèle pyramidal qui prévalait jusqu'à aujourd'hui, avec des chefs qui ont la légitimité et qui décident pour les gens du dessous, bon, bah, c'est de plus en plus, enfin de moins en moins socialement accepté. Et aujourd'hui, on sait, enfin, on parle beaucoup d'intelligence collective, de co-construction avec les usagers, d'approche centrée usagers. On sait que c'est comme ça qu'on pourra réussir à avoir des politiques publiques qui atteignent davantage leur but. C'est pour ça aussi que toutes ces méthodes de design de services, de design thinking, toutes ces méthodologies design qui s'appuient sur deux types d'usagers, des usagers externes aux administrations, mais également, et ça, je trouve que c'est le plus important, c'est des usagers internes. Comment est-ce qu'on construit des projets avec toutes les parties prenantes? Bon, bah, c'est ces méthodologies-là qui vont nous permettre d'avoir des politiques publiques qui atteignent véritablement leur but. Et ça fait également partie, ce sont également des facteurs de qualité de vie au travail, parce que dans les agents territoriaux avec lesquels on échange au quotidien, mais même les agents en général, il y a aussi ce sujet de la reconnaissance qui ne va pas forcément de soi quand on travaille pour le service public. Et donc, bah, le fait de dire aux gens votre avis compte et il est pris en compte dans la décision, bah, ça change la donne. Merci beaucoup. Alors le temps passe, hein, on va déborder un petit peu, je m'en excuse par avance. On a, on l'a déjà, on a commencé à l'aborder forcément au fur et à mesure, hein. C'est le passage à l'action, justement, c'est agir et non plus subir. Donc on a vu, vous avez cité pas mal d'exemples déjà, Tony. Il y a cette nécessité vraiment de s'ouvrir, hein, d'ouvrir le champ des possibles. Alors bien entendu, et c'est le deuxième point, en identifiant aussi ce qu'on peut appeler les bons leviers par rapport à sa réalité et à ses besoins, mais c'est d'aller, et ça c'est ce troisième point, expérimenter. C'est quelque chose de nécessaire et d'urgent, j'allais dire, au regard de la situation aujourd'hui. Toutes les collectivités n'ont pas les mêmes problèmes. Enfin, il y a 43 000 employeurs publics territoriaux en France. Donc chacun a ses besoins propres. C'est pas pareil d'être une commune rurale que d'être une grosse agglo, une grosse métropole qui va aussi avoir des difficultés à attirer des agents de catégorie C parce que c'est trop cher d'habiter là-bas. Donc voilà, il y a vraiment une approche sur mesure à développer avec alors mine de rien, ces sujets autour de la marque employeur apparaissent aujourd'hui comme prépondérants parce qu'en tant que enfin, là je parle pour les nouvelles générations, mais on a été élevé sur les réseaux avec les réseaux sociaux. On a de plus en plus de sites où il y a des retours. Enfin, c'est cette culture de la notation où on nous dit, bah, enfin là aujourd'hui, je veux postuler à un hôpital, je regarde ses avis Google. Et c'est pareil aussi pour les administrations. Le premier truc qu'on fait, c'est on regarde ce qui est indiqué. Il y a un gros aspect réputationnel qu'ont les employeurs publics aujourd'hui et qui mérite d'être pris en compte via la marque employeur. Et à ce compte-là, on peut notamment, alors, j'avais fait mon petit patchwork d'exemples que je trouve inspirant, mais ce que fait la communauté d'agglo de Lisieux avec sa marque employeur Norking pour attirer justement des profils sur des postes sur lesquels ils n'arrivaient pas à recruter. Voilà, je trouve ça hyper intéressant. Je vais citer également un exemple, celui du centre hospitalier de Brest, qui a des grosses difficultés de recrutement et qui, lui, est rentré dans une fonction RH tout à fait dématérialisée et qui recrute aujourd'hui principalement sur Facebook, avec notamment un point qui me paraît hyper intéressant, qui est que si une annonce attire moins que d'habitude, si une fiche de poste attire moins que d'habitude, et sur Facebook, on peut suivre ces différentes métriques, et la fiche de poste est enlevée du réseau social et est re-questionnée en interne et on la rediffuse après. Limite, les fiches de poste se co-construisent en interaction avec le vivier de candidats. Bon, voilà, ça fait partie des nouvelles pratiques qui sont aujourd'hui pour moi essentielles. Et la dernière dont je voulais parler, c'est le sujet du mentorat. On sait aujourd'hui que intégrer une administration, intégrer la fonction publique, ça va pas de soi, et notamment quand on a personne de la famille qui peut nous décrypter. Que souvent en prise de poste, quand on est primo entrant dans la fonction publique, on peut se sentir dépourvu parce qu'on comprend rien au régime indemnitaire, aux différentes règles, aux droits et devoirs que nous avons, aussi au fonctionnement des administrations territoriales. Quand est-ce qu'on fait passer une délib? C'est quoi les circuits pour qu'un projet avance? Il y a pléthore de règles à connaître. Donc, il y a un gros volet sur l'accompagnement des primo-entrants qui paraît aujourd'hui devoir être pris en compte. Ça peut passer par des formations en e-learning, comme ça se fait par exemple au département des Yvelines. Quand on intègre le département des Yvelines aujourd'hui, on a 4 modules qui nous expliquent un peu le fonctionnement de la collectivité. Mais ça peut également passer par des dispositifs de mentorat. Alors là, je vends de ma soupe. Mais nous, chez Fonction publique du XXIe siècle, on a créé un petit dispositif qui s'appelle Mentor FP21, où on met en relation un primo entrant dans une administration qui nous contacte
avec une personne qui connaît déjà cette administration ou qui a un parcours, une volonté de carrière qui est un peu similaire. Et voilà, on couple cette mise en relation avec différentes formations sur justement c'est quoi le cadre de la fonction publique, comment est-ce qu'on peut faire une mobilité, pourquoi. Et voilà, essayer d'accompagner justement les primo-entrants qui peuvent se sentir dépourvus. Et ce qui est un gros levier après pour fidéliser des talents dans la fonction publique. Merci pour ces retours. Alors justement, on parle du partage des pratiques, qui est un point aussi important pour essayer d'avancer. Et puis, il y a un dernier point, et c'est quelque chose que vous souhaitiez vraiment mettre en avant, Madame Grange, c'est ce benchmark, c'est aller voir ailleurs. Alors, chez nous, bien sûr, hein, peut-être dans le privé aussi, mais au-delà de nos frontières. Oui, de voir par rapport à de voir ce qui se passe ailleurs au niveau des services publics ou de l'emploi, des services publics. Oui, Oui, tout à fait. Et puis, en termes de recrutement, ça peut être inspirant aussi, oui. peut-être. Oui, oui, tout à fait, parce que moi j'ai eu des recrutements effectivement puisqu'on fait aussi des Skype, hein, des visios pour recruter aujourd'hui, et j'ai eu des candidatures d'Argentine, d'Ouzbékistan, enfin bon, des personnes qui effectivement s'intéressent quand même chez nous et qui, je recrute effectivement des personnes qui ne sont pas de nationalité française forcément et qui nous apportent beaucoup, beaucoup de choses. Donc là aussi, il faut s'ouvrir et en plus, là, je viens de recruter une personne d'origine sénégalaise qui avait un CV, d'ailleurs, j'étais un petit peu impressionnée, on était très, très impressionnés, mais elle voulait faire une expérience professionnelle et sur un contrat donc c'était, voilà, un contrat de projet, mais justement, on l'a prise sur ce contrat de projet. Et je vous assure qu'on a aussi ces richesses. Et là, il faut aussi que on s'ouvre autant, si je reviens à la fonction publique hospitalière, hein, là on peut pas, hein, là on est très très riche dans les diversités, hein, dans les accueils des différentes professions, surtout des médecins étrangers, etc., et où il y a un partage de connaissances, un partage de pratiques. Et je crois que la fonction publique territoriale doit s'ouvrir pareil. Parce que là, c'était des postes d'ingénieurs au niveau des réseaux, etc. Et je trouve que voilà, et beaucoup de gens aussi qui font des parcours humanitaires avec des projets, bon, bien sûr, des ingénieurs, et qui reviennent et qui nous apportent vraiment des regards, moi, je trouve que c'est ça aussi la fonction publique, c'est ce partage, c'est permettre justement à s'enrichir mutuellement et remplir au mieux, puisque nos missions, elles évoluent, hein, vous l'avez dit, hein, M. Brando, les missions évoluent, tout évolue, et il faut et si elle ne prend pas cette dynamique-là, on aura de plus en plus de difficultés, déjà qu'elles sont grandes, mais on en aura de plus en plus. Voilà. Donc, il faut Alors, aussi ouvrir ailleurs. je me permets, alors j'ai pas pu vous poser toutes les questions ou faire part de toutes les remarques qu'on a reçues. Je vous remercie et j'en suis vraiment désolée par avance. J'aimerais vous faire agir juste à une réflexion, une remarque. Il faudrait que la territoriale se montre, entre guillemets, davantage dans les forums emploi ou dans des campagnes au niveau régional, national de recrutement. L'armée fait régulièrement de grandes campagnes médias multicanales. Les employeurs territoriaux pourraient s'en inspirer. Ah, mais tout à fait. De toute façon, on est parti dans cette démarche-là. Par exemple, tout à l'heure, M. Mando, vous parlez des universités. Nous, à Bordeaux, on a quand même beaucoup d'universités à Bordeaux. Et donc, nous allons effectivement maintenant travailler dans ce sens-là. Il faut, au niveau des forums emploi, au niveau local, maintenant, on participe. D'ailleurs, mais par contre, moi, je voudrais quand même vous dire quand même une chose, c'est que suite et je voudrais quand même les en remercier parce qu'on ne les remercie pas assez. On vient de passer une période Covid extrêmement compliquée. Nos agents ont été mobilisés. Moi, je vois, par exemple, sur la grosse collectivité, mais les DRH sont épuisés. Nos services sont épuisés sortant de ces situations. Je vous assure qu'il a fallu faire face. Ils ont fait face. Tout a été, on a l'impression, c'est comme quand un sportif fait une performance. Tout semble facile à le voir faire, mais ça demande beaucoup de choses derrière. Et là, ça a été le cas. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on espère pouvoir respirer et effectivement maintenant mettre un peu plus d'axes sur ces recrutements avec effectivement une participation. Mais aujourd'hui, je me verrais mal dire au service RH, DRH, aller au forum parce que là, je crois que il faut pas quand même, il faut les laisser un petit peu se poser. Mais vous savez que on Dire est compte de la voilà, et aussi,
on réfléchit au niveau des centres de gestion, etc. Parce que eux aussi, on a tous été confrontés quand même à une pression importante. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde en a bien conscience et je crois qu'on va partir en action avec la collaboration de tous. Je ne sais pas qui nous écoute, mais c'est le problème de chacun. C'est pas le problème de quelques-uns, c'est le problème de chacun. Il faut qu'on soit tous mobilisés sur ce sujet. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On a débordé de 10 minutes et je suis désolée. Donc, je vais conclure cette webconférence, même s'il y aura encore beaucoup de choses à dire. Mais voilà, peut-être pour un deuxième rendez-vous, qui sait. En tout cas, merci beaucoup. Merci de vos nombreuses réactions. Sachez que VK continue de vous accompagner via son service VK en ligne expert. Alors, n'hésitez pas à leur poser vos questions. Et vraiment, je tiens très sincèrement à vous remercier, Chantal Ganch et Tony Brando, vraiment, pour votre disponibilité dans ce contexte difficile et pour vos retours d'expérience, pour votre regard sur cette importante question des recrutements. Merci à l'association Fonction publique du 21e siècle, Tony. Et puis un grand merci encore, mais un grand merci vraiment à Mutam et à VK de nous avoir permis de réaliser cette webconférence. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée. Merci et à bientôt. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.